Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le requin bouquine, et aujourd'hui il est temps d'entamer cette rentrée littéraire avec deux textes qui se penchent sur des destins brisés aux États-Unis à cause de cette fameuse fascination pour les armes qu'ont certains Américains. On commence tout de suite avec Son of a Gun. Bang bang, my baby shot me down. Alors Son of a Gun de Justin St. Germain, c'est sorti au Presse de la Cité le 28 août dernier et je ne pouvais que me laisser tenter parce que j'ai tout de suite vu qu'il était sensiblement proche du thème de la nouveauté en poche de David Vann, Dernier jour sur Terre. Parce que oui, dans quelques instants, je vais vous parler de David Vann, n'est-ce pas génial? C'est ici un drame familial qui nous est dépeint, parce qu'en septembre 2001, pendant la semaine qui a suivi l'effondrement des tours jumelles, la mère de l'auteur, une white trash qui a rarement eu des choix très éclairés en matière d'hommes, a été retrouvée morte, tuée par balle, dans la caravane qu'elle occupait avec son mari de l'époque, un vétéran du Vietnam et un ancien des forces de l'ordre, et quant à lui, au moment de la découverte du corps, il avait depuis longtemps pris la fuite. Et en un peu plus de 300 pages, l'auteur donne à vivre les jours qui ont suivi l'annonce de la mort de sa mère, puis l'enquête personnelle qu'il a menée bien longtemps après les faits, pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'était véritablement passé, et ce qui était vraiment très prometteur, c'était les liens qu'il allait pouvoir tisser entre sa tragédie personnelle, la tragédie d'une nation, et ce culte des armes, qui a l'air d'être très présent dans le sud rural, puisque ça se passe en Arizona, là où la défiance vis-à-vis du système judiciaire semble être vraiment de rigueur. Seulement voilà, je dis bien que c'était prometteur, parce que j'ai vraiment eu deux gros problèmes avec ce livre. Tout d'abord, j'ai eu un gros problème avec le rythme dans la narration, parce que si le début n'est pas superbement écrit, on entre facilement dans le récit, le style reste fluide, mais alors dès qu'on bascule dans l'enquête de l'auteur proprement dite, là les choses se gâtent, avec déjà des redites comme si le lecteur n'allait pas se souvenir des faits marquant la première partie, des digressions qui ne m'ont pas toujours paru très judicieuses, avec notamment cette partie sur le fameux règlement de compte à hockey choral, qui, si elle débouche sur une réflexion juste, intéressante et dérangeante, à savoir que jamais personne ne s'intéresse aux victimes des fusillades, m'a semblé avant tout forcée, puisqu'au final assez peu en adéquation avec le reste des objectifs du récit. Et surtout, avec une gestion de l'émotion que j'ai trouvée très maladroite et que je suis même à ça de considérer comme catastrophique, parce que tant qu'on me donne uniquement des faits, pas de souci, je me fais ma propre idée, je me fais ma propre image de cette mère qui me semble à la fois aimante et égoïste, à la fois intelligente et incapable de prendre des décisions rationnelles vis-à-vis de ses relations amoureuses, une image tout en nuances et qui ne peut qu'encourager un lien empathique de se créer entre le lecteur et la mère. Mais alors ces dernières pages. Quand on me sort les violons, et qu'on me donne pour la 4e ou 5e fois en plus, une nouvelle version des derniers instants de la mère, cette fois-ci en se plaçant dans sa peau, dans sa tête, dans un fantasme surtout, pour me dire que tandis que les balles déchiraient sa chair, tout ce à quoi elle pensait, c'était à ses enfants, comment ils apprendraient la nouvelle de sa mort, ce qu'ils deviendraient plus tard, combien elle les aimait, me dire que, dans un dernier instant de sérénité, de calme, de sorte d'amour pour Dieu, elle tentait d'envoyer un dernier message télépathique à ses enfants pour leur dire qu'elle ne les avait jamais abandonnés. Non. 1000 fois non. Le pathos, mais alors surtout quand il n'est pas amené correctement, moi ça me fait complètement sortir de ce type de récit. Et indirectement ça m'amène au second gros problème que j'ai eu. La position de l'auteur vis-à-vis des armes à feu. Parce que, à la lecture de Son of a Gun, j'ai trouvé cette position plutôt ambiguë. Donc par la suite, après avoir lu quelques articles qu'il a écrits et vu quelques interviews, je la trouve encore plus ambiguë, cette position. Parce que, on sent bien qu'il sait qu'il n'a pas spécialement intérêt à s'afficher pour la détention des armes à feu. Oui, en tout cas, parler de sa mère qui était tuée par balle par un mari instable, ça ne devrait pas être un argument pour. Malgré tout, j'ai perçu beaucoup plus de ressentiment à l'encontre de la police et du système judiciaire que de crainte face à la violence tant symbolique que réelle que contient une arme à feu. Et cette impression culmine lors d'une foire aux armes à laquelle se rend l'auteur, foire aux armes pendant laquelle il en profite pour nous résumer le débat pour-contre les armes à feu. Et selon lui qui n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit sans une arme à feu à portée de main, lui qui pendant des années a vécu dans la peur que le meurtrier de sa mère le traque et le tue à son tour, selon lui, les personnes qui sont contre les armes à feu sont persuadées qu'elles sont en sécurité chez elles et elles n'imaginent même pas que quelqu'un, là, dehors, peut chercher à entrer par effraction chez elles, les surprendre dans leur sommeil et leur faire la peau. Et bien à cela, l'auteur nous répond que lui sait que ce quelqu'un existe,
parce que lui a déjà rencontré ce quelqu'un. Non mais quel c***! Non mais sérieusement, t'en as encore beaucoup de réflexions logiques comme ça, Einstein? C'était pas un étranger, c'était de la violence conjugale, pauvre abruti! Au final, avec cette simple déclaration, je trouve que l'auteur a cristallisé vraiment toute la paranoïa qui mène au type de drame que justement il a vécu, et tandis que ça donne un sous-texte plutôt intéressant, que je peux même pas dire que ce soit foncièrement mauvais, bien moi ça me pose un gros problème quand quelques pages plus tard, je lis tout ce pathos concernant les derniers instants de la mère. Là franchement j'y vois un message peu subtil, et surtout un message dangereux. Et même si je ne pense pas que ce soit une manœuvre consciente, dans un mauvais jour, j'y verrai une instrumentalisation de la mort de la mère, ce que je trouve révoltant. Vous l'aurez compris, cette approche ne m'a pas vraiment convaincu. Il est donc grand temps de voir ce que David Vann, lui, nous a réservé. C'est également un fait divers qui a inspiré le texte de David Vann, puisque lui se penche sur l'auteur d'une des plus récentes fusillades sur un campus universitaire américain, Stephen Kazmajak, qui à l'âge de 27 ans a tué 5 personnes et en a blessé une quinzaine d'autres en quelques minutes seulement juste avant de se suicider. C'était le jour de la Saint-Valentin 2008, à DeKalb, à la Northern Illinois University. On a donc là un récit à la 200 froide Truman Capote, un écrivain qui mène l'enquête, et ce qui est d'autant plus alléchant, c'est que David Vann, au moment de commencer ce projet, se sentait très proche du tueur et en lui-même failli emprunter cette voie sans retour. D'ailleurs, autant commencer par là, je sens que si vous ne connaissez pas encore bien David Vann, je viens d'avoir toute votre attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que David Vann, alors qu'il n'avait que 13 ans, a vécu une expérience traumatisante qu'il n'a été en mesure de conjurer qu'une bonne vingtaine d'années plus tard, avec l'écriture de son premier roman Suquan Island. Il s'agit du suicide de son père. Et peu avant de se suicider, James Vann, le père, avait proposé à son fils de venir vivre avec lui pendant 1 an en Alaska. Maintenant, si Suquan Island s'attache à nous dévoiler les conséquences possibles d'un fils qui aurait accepté, David Vann, lui, avait refusé, et a ensuite dû vivre avec un sentiment de culpabilité que sa famille n'a clairement jamais cherché à dissiper. Si bien qu'au moment de faire son deuil, David Vann n'avait hérité de son père qu'une chose, sa collection d'armes, le flingue qui lui avait servi à sauter la vie excepté, et c'est comme ça qu'un jeune homme mal dans sa peau en plein deuil, avec en plus l'expérience de la chasse, s'est retrouvé avec dans les mains toute une panoplie de possibilités pour détruire tout et n'importe quoi, y compris une vie humaine. Et bon, même si ce sont visiblement uniquement les lampes des lampadaires qui ont souffert, il n'empêche que parfois, c'était ses voisins qui se retrouvaient dans le réticule de visée, avec dans la tête la seule question qui fait sens, et si? Et si je pressais la détente? Inutile de dire que certains ne se seraient même pas posé la question, c'est peut-être bien à ça qu'on connaît un vrai écrivain. Dès lors, on peut comprendre sans peine le lien qu'il a pu établir entre son propre passé et le destin de ce nouveau jeune qui a décidé de mourir en emportant d'autres personnes avec lui. Alors en France, on a déjà pu avoir un aperçu de ces fusillades meurtrières, avec notamment le film de Gus Van Sant, Elephant, ou encore, et surtout, avec le documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine. Pour ma part, je me souviens surtout d'une scène de ce dernier, où Marilyn Manson est interviewé, lui qui est souvent diabolisé par les médias, et vu comme une des principales influences de ces tueries, et à la question de savoir ce qu'il aurait aimé dire à ces jeunes tueurs s'il en avait eu l'occasion, je me souviens avoir été très impressionné par sa réponse qui sonnait vraiment juste. I wouldn't say a single word to them, I would listen to what they have to say, and that's what no one did. Et avec Dernier jour sur Terre, même s'il ne porte clairement pas Manson dans son cœur, je pense que c'est précisément ce qu'a cherché à faire David Vann à titre posthume, donner la parole à Stephen Kazmajak, et non aux a priori et aux jugements hâtifs. On découvre un homme à vif, instable, rejeté et incompris par ses parents, diagnostiqué avec des troubles mentaux puis rejeté par diverses institutions, rejeté par l'armée notamment dont la discipline et la rigueur auraient pourtant pu lui être très favorables. On voit cet homme lutter constamment contre ses démons, lutter pour être normal, pour paraître normal tout du moins, et on voit cet homme finalement échouer. Mais outre ce portrait psychologique captivant, on a aussi bien sûr une vision des États-Unis terrifiante, une vision qui m'a fait penser à celle de Russell Banks, notamment dans son lointain souvenir de la peau, la vision d'une société ultra-consumériste, où la liberté a été érigée comme une valeur cardinale, la liberté de consommer bien entendu, une liberté qui est censée guérir tous les maux, si bien qu'on a une société qui ne va pas hésiter à encourager les pulsions de ses consommateurs à se développer, quitte à ce qu'elles deviennent des déviances, les déviances des sources de revenus, et une fois que ces sources de revenus sont épuisées, une société qui ne va pas hésiter à exclure ses consommateurs très particuliers. C'est une vision très sombre, mais que ce soit dans le cas de Russell Banks ou de David Vann, si les conséquences sont pour le moins néfastes, elles sont nécessaires à lire. Je finirai juste sur un très léger bémol tout personnel. Si au début David Vann s'estimait très proche du tueur, j'ai trouvé que très vite,
peut-être trop, il s'en détachait complètement. D'ailleurs, il le dit lui-même, il s'avère que je n'ai pas tant de points communs avec Steve. Bon, en même temps, vu le portrait qu'il en dresse, je trouve ça plutôt rassurant. Ce qui fait qu'au regard de cette promesse de nombreux parallèles entre la vie de David Van et celle de Steven Kazmierzak, eh bien j'ai trouvé le résultat légèrement en demi-teinte, puisqu'on a effectivement des parallèles au début, on en a à la fin, mais toute la partie centrale, elle, est uniquement consacrée au tueur et à la lente dégradation de sa psyché. Alors bien sûr, vous allez me dire que ce n'était pas une autobiographie, et que si on avait fait autant, on l'aurait sans doute taxé d'égocentrisme. Et vous aurez parfaitement raison. Mais, tout de même, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, ce petit quelque chose qu'on trouvait dans Second Island, dans Désolation, dans Impur, cette implication viscérale, presque terrifiante, qui fait qu'une lecture de David Van, c'est une expérience à part entière, purement choquante et extrêmement enrichissante, parce que là, cette distance qu'il a prise vis-à-vis de Steven Kazmierzak, c'est une distance que le lecteur va se permettre également de prendre, et on va se dire, bon, ce Steven Kazmierzak, il avait des troubles mentaux, moi, ça va, ça me concerne pas. Alors que, justement, le tour de force des romans de David Van, c'est de nous montrer des personnages terriblement humains, qui pourraient être carrément nous, et qui vont être amenés à faire des choses purement monstrueuses. Et c'est là que la réflexion commence, c'est là qu'on se dit, moi aussi, dans cette situation-là, sans doute, que je deviendrai tout aussi monstrueux. Et à partir de là, toute une réflexion sur la psychologie humaine et sur notre identité propre. Tandis que là, cette distance, j'ai trouvé que ça amoindrissait légèrement la portée du personnage et la réflexion qui en découlait, qui se transpose sur autre chose, plutôt une réflexion sur les États-Unis, comme ce que fait Russell Banks, mais résultat, je n'ai pas retrouvé la même puissance que les 3 précédents romans de David Van. Mais bon, je vous rassure, ça n'a pas du tout entamé mon plaisir de lecture, ça n'a pas du tout entaché le travail admirable d'enquête qui a été mené, et dans tous les cas, je préfère largement la position d'un auteur qui, certes, va davantage s'intéresser aux tueurs qu'aux victimes, mais surtout va s'attacher à respecter les morts et à essayer de comprendre ce qui s'est passé, dans l'espoir, ici sans doute irréaliste, que ça ne se reproduise plus, plutôt que de ne pas chercher le problème à sa racine et essayer surtout de faire passer ses idées en ranimant maladroitement les victimes, aussi proches soient-elles. Ouais, c'est bien de toi qu'on parle. Au final, eh bien, je pense qu'on tient là un excellent livre, mais un David Van mineur. Mais hey, un inédit directement au prix du poche, franchement, il n'y a pas de quoi s'en passer. Toutefois, ne vous y trompez pas, Dernier jour sur Terre n'est pas le David Van de cette rentrée littéraire, non. Le vrai David Van de cette rentrée littéraire, c'est très clairement le grand format, Goat Mountain. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc d'ici là, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye! Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.